Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stanislas de Gramont, le directeur général du groupe SEB. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous avez publié hier soir vos résultats pour le premier trimestre, vos chiffres d'affaires, on va en parler. Déjà, il faut rappeler qu'on a un acteur français. Pour les experts qui connaissent le sujet, ils le savent, mais pour tous les autres, et j'en fais partie, on a une boîte française qui est leader mondial du petit électroménager. Tout à fait. Voilà. Quelques chiffres qui l'attestent. Alors, une boîte, une entreprise donc, qui s'appelle Groupe SEB, mais qui est surtout connue pour ses marques. SEB, bien sûr, mais Moulinex, Rovinta, Tefal, Krups, Calor, Crampouze, Lagostina, WMF, et j'en passe. Il y en a combien? Il y en a 30. On a du temps, mais... On en a 45, mais on peut y passer du temps. Un groupe qui fait 8,260 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, qui délivre à peu près 10% de profit opérationnel. Un groupe qui a 167 ans. Dont la famille historique est encore majoritaire au capital. Elle s'appelle la famille Lescure, une famille bourguignonne. Et un groupe qui, donc 167 ans, qui est né d'un rétameur, M. Antoine Lescure, qui était rétameur, donc qui allait de village en village pour réparer des casseroles et des gamelles en étain. Et on parlera peut-être de réparabilité et d'économie circulaire, et en fait c'est dans notre ADN, puisque notre fondateur en faisait son métier de base. Aujourd'hui c'est une opportunité aussi de business. Bien sûr, on en parlera. Un groupe qui est présent sur les 5 continents, un groupe qui a 47 usines, dont 20 en France, dont la moitié en Europe, on en a en Allemagne, on en a aux États-Unis, en Colombie, au Brésil, en Chine bien entendu. Un groupe qui est présent sur 5 continents, mais qui a une grosse présence en Chine. Nous avons 83% d'une entreprise qui s'appelle Support, qui est cotée en bourse à la bourse de Shenzhen. Et Support est le leader chinois du petit électroménager et du petit équipement domestique, avec donc des wok, des poêles, des casseroles, et puis des cuiseurs à riz, des bouilloires. On fait 15 millions de cuiseurs à riz par an en Chine, on fait 15 millions de bouilloires aussi. Donc ça pèse combien en market cap ça, Alors Support, ça fait boursière. Support, ça fait à peu près 5 milliards d'euros de market cap. Ouais, mais vous faites moins, comment c'est possible? Alors nous, on fait 4 milliards d'euros, c'est un des mystères de la bourse. Donc Support, dont nous possédons 83%, fait 5 milliards, et SEB fait 4 milliards 2, 4 milliards 5 à la bourse de Paris. Disons que c'est l'erreur. C'est sous-coté, on va dire comme ça. Donc un groupe présent avec une très forte empreinte commerciale, un groupe présent avec une très forte empreinte industrielle, une très forte empreinte en termes de catégories de produits. Nos catégories couvrent depuis l'entretien de la maison, l'entretien des sols, l'aspiration, le défroissage, le repassage, le soin de la personne. On a des sèche-cheveux Calor, des sèche-cheveux Rovinta, jusqu'à le monde de la cuisine, hein, dans les poêles et les casseroles, Tefal, mais aussi Lagostina, WMF, très récemment l'acquisition de la brigade de Buyer, qui sont des casseroles et des poêles très très haut de gamme. Et puis le domaine de la cuisson électrique ou de la cuisine électrique avec Moulinex, donc des robots pâtissiers, des batteurs à main, des pieds mixeurs, des blenders, Vous voyez un aspirateur par rapport à Dyson. Dyson, ça reste la marque premium haut de gamme de référence, ou est-ce que... Bah oui, mais on est passé devant en France dans l'aspiration. On est numéro 2 en Europe et on ne dit plus très très loin. Et en fait, et je vous remercie de cette transition, c'est une entreprise et c'est une activité donc, qui est très diversifiée. Et je pense qu'il y a un premier message. SEB est performant et constant dans la durée parce que SEB est très diversifié sur ses catégories de produits, sur ses géographies et sur son empreinte industrielle et logistique. Donc ça nous permet d'amortir un certain nombre de coûts. Après, quand on regarde nos marchés, ce sont des marchés qui sont structurellement en croissance. Alors je vais parler aux consommateurs que vous êtes. Les produits que nous vendons sont des produits qui simplifient et améliorent, embellissent votre vie au quotidien. C'est la mission du groupe. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, pour 200, 300, 400 euros, 500 euros, vous allez pouvoir acheter une cafetière à grains Krups qui va faire que tous les matins, quand vous vous levez, le café que vous buvez est meilleur que celui que vous buviez la veille. Et donc, nos produits, il y a une forte aspiration des consommateurs pour nos produits, et c'est la magie de cette industrie. Nos consommateurs adorent nos produits, adorent nos catégories, et sont prêts à acheter des produits plus chers et plus spécifiés, plus qualitatifs, parce que ça améliore leur vie au quotidien. Donc c'est une industrie qui est structurellement en croissance. Et vous êtes positionné, on dit quoi? On dit entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, on est tout le spectre. Si vous dites qu'il y a 4 quartiles de prix,
on va arriver non pas dans le premier quartile, le plus bas, on va être au milieu du second quartile jusqu'au milieu du quatrième quartile. On n'est pas le luxe, on n'est pas l'entrée de gamme, on est vraiment le milieu haut de gamme. Quand on achète en France un produit du groupe SEB, il est fabriqué en France ou pas nécessairement? Alors, pas nécessairement. Là, on va dire un peu moins de la moitié de ce que nous vendons en France est fabriqué en France, ce qui est pas mal, hein. C'est une industrie mondiale et donc c'est pas mal. Même comment on fait pour être compétitif sur ces produits quand on produit en France? Alors c'est un défi, qui passe par l'innovation. On ne peut pas faire tous les produits en France. Vous ne pouvez plus faire une bouilloire à 39 € ou à 49 €, vous ne pouvez plus la fabriquer en France. En revanche, un aspirateur balai Roventa à 300 €, on peut le faire en France et on les fait à Vernon d'ailleurs dans d'autres sites. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On a relocalisé l'année dernière la production d'un aspirateur balai qui était fabriqué en Chine. On l'a relocalisé en France. Et c'est possible de produire en France, c'est possible d'innover en France. Nous aspirons à avoir, non même pas des aides, mais un traitement égal entre les produits fabriqués en France par les contraintes normatives, par les contraintes réglementaires qui s'imposent en France et dont certaines sont nécessaires, mais qui ne s'imposent pas forcément aux produits importés. Et le politique, pour l'instant, n'apporte pas de réponse à ça. Aujourd'hui, quand on achète une marque du groupe SEB ou un produit concurrent qui ne respecte pas les mêmes normes, peut-être de sécurité environnementale, sociale. Ah mais ils ne sont pas contrôlés. C'est-à-dire que il faut pas dire que le fabriqué en Chine est mauvais. Les produits que nous faisons en Chine sont aussi fiables, aussi sûrs, aussi respectueux des normes que les produits que nous fabriquons en France. Donc il n'y a pas de sujet là. Il est possible de fabriquer en Chine. La Chine est une puissance industrielle absolument remarquable. La Chine a un certain nombre de principes de fonctionnement et de travail qui se rapprochent de plus en plus des normes occidentales. Donc, les normes de qualité sont équivalentes, vraiment? Les normes de qualité, nos normes de qualité sont équivalentes entre la Chine. Vous pouvez avoir des différences de durabilité, de résistance, mais la sécurité du consommateur, la qualité intrinsèque du produit, et en tout cas chez nous, est la même sur les produits que nous fabriquons. Et produits 2 fois moins chers, là-bas. Et produits 2-3 fois moins chers selon les produits. En revanche, vous avez toute une catégorie de produits qui arrivent par des plateformes que je ne citerai pas, mais qui sont bien connues, où là, il y a une petite étiquette CE et il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de taxe, et finalement, on a des produits qui rentrent et qui ne sont pas vraiment... qui ne sont pas contrôlés, on va dire comme ça. L'activité grand public se porte bien en ce début d'année, des ventes en hausse de 2,2%. C'est-à-dire que vous progressez dans toutes les régions du monde, sur tous les segments, sur tous les produits, ou pas? Alors, quasiment. On va commencer par les bonnes nouvelles. On a une progression du chiffre d'affaires en Chine. Ça fait plusieurs trimestres que le chiffre d'affaires en Chine était, on va dire, stagnant. Plus 1, moins 1, plus 0,5, moins 0,5. Et là, on est à combien? Et là, on est à 3,5 de croissance, 5,5 en reporté, du fait d'un euro d'un yuan qui s'est un peu renchéri sur le trimestre par rapport à l'euro. Et c'est une vraie différence de tendance. Alors ça s'explique pourquoi, parce qu'on a une activité en Chine qui, par l'innovation, bat le marché, et ça depuis plusieurs trimestres, on gagne des parts de marché, et on avait un marché qui était dans un territoire légèrement négatif et qui est passé en positif. Et donc, vous avez un marché qui devient positif et un gain de part de marché, ça fait un chiffre d'affaires en croissance. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que en Europe de l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, par l'innovation, par le développement de nouvelles gammes de produits, on voit une progression du chiffre d'affaires. Plus d'ailleurs en Europe de l'Ouest dans la revente que dans la vente, mais on sait que ça arrive. Ça c'est technique. Et l'innovation, et ça confirme un des piliers fondamentaux du groupe, nourrit la croissance en Europe de l'Ouest. Ce qui va un tout petit peu moins bien, c'est l'Amérique latine. Alors en Amérique latine, plus de 60% de nos ventes sont des ventes de ventilateurs. Est-ce que vous connaissez la météo latino-américaine? Est-ce que vous connaissez El Niño? Ah oui. Alors El Niño, c'est un courant qui fait qu'il fait chaud et humide. Quand il fait chaud et humide, les gens achètent des ventilateurs. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, on a la Niña, qui est un courant plus froid, qui fait moins chaud et moins humide, et donc on achète moins de ventilateurs que l'année dernière. Donc nos ventes en Amérique latine sont pénalisées sur ce trimestre par ça. Et puis il y a l'activité professionnelle. L'activité professionnelle,
ce sont les produits à marque WMF, Scherer. Là, pour le coup, ça se porte un peu moins bien. Sur le trimestre. Sur le trimestre, pardon. Donc c'est une activité qui est en croissance structurelle de 7%. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des machines à café automatiques que vous voyez dans des grandes chaînes de café, et c'est dans tous les pays du monde. Et en croissance. C'est des machines formidables parce que c'est des machines qui permettent d'avoir un produit de qualité, qui permettent de faire plus d'une centaine de recettes, avec une machine totalement automatique, il suffit d'appuyer sur un bouton et qui se lave toute seule. Donc dans des opérations type coffee shop où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de rotation de main-d'œuvre, c'est des machines extrêmement populaires. On a eu sur l'année 2024 de très gros contrats, en particulier en Chine, qui ont fortement gonflé le chiffre d'affaires, y compris au premier trimestre l'année dernière. Et donc là, on a un effet de base qui fait que le trimestre n'est pas bon. En revanche, on dit que l'année sera positive sur le café professionnel et on dit que ça devrait se redresser fortement dès le deuxième trimestre. Bon, il y a des produits qui ont vraiment le vent en poupe partout, ou c'est vraiment en fonction des zones géographiques, des pays certains pays qui marchent, certains produits qui marchent plus que d'autres. Vous avez deux types de catégories. Dans les produits d'entretien de la maison, de son village, j'allais dire, les tissus peuvent changer, les sols peuvent changer. Vous avez de la grosse moquette aux États-Unis, de la moquette fine en France, du parquet, du carrelage dans les pays d'Europe du Sud. Donc là, vous avez des produits qui sont plus transversaux et plus internationaux. Dans le monde de la cuisine, c'est beaucoup plus local. Et c'est la raison pour laquelle nous avons et nous conservons des marques locales. Parce que la meilleure marque de poêle, c'est la marque de votre maman ou la marque de ma maman. La meilleure marque de cuiseur à riz en Chine, c'est la marque qu'utilisait ma maman ou ma grand-mère. Et donc, le culinaire, les catégories, les familles de produits sont les mêmes. Un cuiseur à riz, c'est un cuiseur à riz. En revanche, le cuiseur à riz vendu au Japon ou au Vietnam, ou en Chine, ou en Thaïlande, n'est pas le même. Parce que le riz n'est pas le même et parce que le goût du consommateur n'est pas le même. La Chine, d'ailleurs, c'est 25% aujourd'hui de votre chiffre d'affaires global. Après, c'est quoi? Ce sont les États-Unis? Ah non, c'est la France et l'Allemagne, à touche-touche. Ouais, combien? À peu près 850 millions chaque. Ouais, en pourcentage ça fait 10%, 10-11%. Ok. Après, vous avez effectivement les États-Unis qui doivent être à 9-10. Et après, ça descend vite. Bon, vous avez confirmé cette croissance attendue cette année de vos ventes de 5%. Oui. Vous êtes à l'aise ou ça reste fragile comme Ah ben si on le dit, c'est qu'on est à l'aise. C'est-à-dire que nous... Alors d'habitude, nous ne publions pas de guidance, pardon pour l'anglicisme. Comment on dit guidance? De prévision. De prévision, voilà. Ouais. De prévision quantifiée avant le mois de juillet. Là, on l'a fait d'abord parce que le démarrage de l'année est conforme à nos attentes. Parce que pour faire plus 5 sur l'année, alors que vous avez fait plus... il faut faire plus 6,5 sur le reste de l'année. Voilà, par rapport au zéro, entre guillemets, la croissance zéro du premier trimestre. Je vous donne le chiffre, c'est à peu près 6,5 parce que l'année est très pondérée sur la deuxième partie de l'année, Black Friday, donc notre chiffre d'affaires est plus chargé sur la deuxième partie de l'année. Oui, on est confiant. On est confiant pourquoi? On est confiant parce que d'abord, l'ensemble de nos zones ou de nos segments de business se portent comme on attendait. Et on sait ce qui va se passer chez nos clients, dans les innovations, dans les différents segments de marché, en professionnel par exemple. On a une idée claire de ce qui va se passer. Donc dans un scénario où le contexte macroéconomique n'est pas bouleversé, c'est-à-dire que si vous avez 250% de droits de douane réciproques entre la Chine et les États-Unis, ça aurait une incidence sur l'économie mondiale. On n'en est pas là. Nous, ce qu'on dit, c'est dans un scénario... On est à 145 et 125, et c'est censé, on a compris, il est censé y avoir une désescalade. Je pense que ça va désescalader, et nous, on pense que s'il n'y a pas de drame macroéconomique mondial, on se sent confortable pour donner cette prévision à 5%. Et on donne cette prévision quantitative, parce que les marchés sont extrêmement nerveux, parce que les investisseurs attendent des entreprises, des directions, de la clarté. Et donc, comme nous nous sentons relativement confortables et sereins sur les leviers qui vont permettre de délivrer cette croissance, on s'est dit pourquoi ne pas la donner directement. Avec, on parlait juste avant du bilan Donald Trump et notamment de cette hyper-volatilité. Et aussi sur les devises, il s'est passé beaucoup de choses. L'effet de devises, elles ont beaucoup bougé, les devises au premier trimestre. Dans quelle mesure ça vous a pénalisé, mais dans quelle mesure? Alors, les devises, il s'est passé... D'abord, le point général sur les devises, c'est que nous avons des couvertures sur les devises. On est couvert à peu près 80-90% de nos besoins en dollars et en renminbi, qui sont les deux devises qu'on appelle courtes, c'est-à-dire sur lesquelles nous avons plus d'achats de devises que de recettes en devises.
Il y a d'autres devises, par exemple la livre turque. On n'achète pas grand-chose en livre turque et on vend beaucoup de choses. Voilà. C'est une devise longue. Dans les devises courtes, en fait, ce qui s'est passé au premier trimestre, c'est au début du trimestre, si vous vous rappelez bien, il y avait de docs scientifiques qui nous parlaient d'un euro-dollar à 1,02, 1,03. On était à 1,02, on y était. Voir la parité. On y était, hein. Et puis là, on se retrouve à 1,15. Ouais. Et donc, quand à l'intérieur d'un trimestre, vous avez vos achats qui arrivent, qui ont été faits sur le trimestre précédent, qui arrivent sur le marché avec une devise à 1,02 ou à 1,15, vous avez des swings assez importants. Des variations assez importantes, excusez-moi, je suis désolé, des variations assez importantes qui font que ça a une incidence sur le profit du trimestre. Quand on regarde la perspective... Donc ça vous a retiré combien? Ça vous a retiré combien? Bon, on n'a pas donné de chiffres, mais c'est une partie substantielle de la baisse du profit entre l'année dernière et cette année. Ouais. Mais quand on regarde l'année, on n'est pas inquiet du tout. C'est-à-dire qu'on sait que nos couvertures vont venir et que ce qu'on a perdu, on va le regagner par effet de balancier. La couverture sera activée. Donc aujourd'hui, on explique, parce que c'est l'explication, le profit du premier trimestre de ce fait-là et aussi du fait du professionnel, la baisse de chiffre d'affaires du professionnel. Mais on sait que ces deux phénomènes-là vont s'inverser assez rapidement. Vous avez une empreinte, Stanislas de Gramont, industrielle sur tous les continents. Cette guerre commerciale aujourd'hui, cette droits de douane tels qu'ils sont aujourd'hui, comment ça vous impacte? Quels sont ceux qui vous font le plus mal? D'abord, on a été très entraîné. D'abord, le groupe a survécu à beaucoup de crises. On a eu la crise russe en 98, la crise du yen en 2013-2014, on a eu le Covid, qui a quand même été un camp d'entraînement assez spécial avec la Chine qui s'est arrêtée pendant 4 semaines, c'est reparti, etc. Donc on a un grand entraînement. Et finalement, ce qu'on voit avec ces droits de douane US, c'est le groupe, parce qu'on a une empreinte industrielle très diversifiée, parce qu'on a des catégories de produits très diversifiées, en fait, on n'a pas un gros problème, on a peut-être 7, 8, 10 petits problèmes à gérer sur lesquels on a plusieurs solutions. On peut relocaliser des productions, on le fait. On peut passer des hausses de tarifs, en particulier sur des gammes très premium, très haut de gamme, comme nous en avons aux États-Unis avec la marque All-Clad. Aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, oui. Quel est le pourcentage de produits qui ne sont pas fabriqués sur le sol américain parmi tout ce que vous... Donc 20% de ce qu'on vend aux États-Unis est fabriqué aux États-Unis. Ah oui, quand même, 80%. 80% n'est pas fabriqué aux États-Unis. Et donc en Chine, potentiellement. Oui, Chine, Vietnam. Mais une partie substantielle de ça, c'est du cookware, des articles culinaires, des poêles et des casseroles. Et les articles culinaires, les poêles et les casseroles sont impactés non pas par les 145% de droits de douane, mais par les 25% de droits de douane sur l'aluminium et l'acier. Donc, il y a une partie électrique, mais qui représente moins de 10% de notre activité américaine, qui, elle, est dans le 145, dont on espère qu'il va se déballonner. Mais l'essentiel de nos importations, elle est sur l'alu et l'acier, et donc sur lesquels les hausses de prix seront matérielles, mais sont absorbables par le marché. Mais vous pourriez reconfigurer vraiment votre outil de production si d'aventure il y avait quand même des droits de douane qui restent à 10-20%. En tout cas, nous étudions tous les scénarios. Comme quoi, par exemple? Nous sommes capables de fabriquer des casseroles et des poêles en Colombie, au Brésil, en Égypte. Donc vous saurez contourner cette droits de douane. En France, bien entendu, au Vietnam. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous me dites où est-ce que vous pouvez fabriquer des poêles. Je vous dirai, donnez-moi les droits de douane à 5 ans aux États-Unis et je vais vous expliquer où je peux les faire. Et il y a un deuxième avantage, c'est que nous sommes un industriel. C'est-à-dire que nos décisions d'approvisionnement ne dépendent pas d'un tiers. Beaucoup de gens dans notre industrie achètent des produits à des tiers. Pensez à Shark Ninja, notamment. Non, beaucoup d'autres. C'est un vrai concurrent, ça, rival américain qui n'a aucune usine. Mais comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup de concurrents américains qui n'ont plus d'usine. Vous pourriez dire Newell, vous pouvez dire Milton Beach. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises, Newell a des usines. Beaucoup d'entreprises américaines dans notre industrie n'ont plus d'usine et utilisent uniquement de la sous-traitance. Nous, on en utilise pour 40% de nos besoins. Et je ne cherche pas à citer un concurrent ou un autre. Des concurrents, il en apparaît des dizaines tous les jours. Il suffit d'aller sur Amazon en France, en Allemagne, aux États-Unis pour se rendre compte qu'il y a une myriade de gens qui s'intéressent au petit équipement domestique. Mais le sujet, c'est quand vous êtes industriel, vous êtes maître de votre destin. Vous décidez de ce que vous allez faire et vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre pour faire telle ou telle chose. Je pense aux clients qui, effectivement, ont le choix. Puisqu'il y a du choix, il y a de la concurrence. Pourquoi acheter qu'est-ce que ça apporte d'avoir un produit du groupe SEB par rapport à un produit de Shark Ninja ou d'autres marques C'est la fiabilité, c'est la confiance, c'est
la fiabilité. C'est la qualité, la fiabilité et la confiance. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit Moulinex, quand vous achetez un produit Tefal, quand vous achetez un produit Calor, vous achetez un produit dont vous avez le grand frère, le grand-oncle ou l'arrière-grand-père dans votre cuisine, et vous achetez un produit qui est réparable. Ah, on dit, mais réparable, c'est facile. Non, non, non. Si votre produit est réparable, il ne doit pas être rifté, il ne doit pas être soudé, il doit être vissé, il doit être démontable, il doit avoir une notice de montage, de démontage. Qui répare d'ailleurs ça? Alors, nous, et j'y reviens, il doit avoir des pièces détachées. Nous avons à Fauconnier-et-la-Mer dans les Vosges, Fauconnier-et-la-Mer dans les Vosges, c'est pas intuitif, mais c'est le vrai nom de la ville, un entrepôt qui a 15 ans de pièces détachées pour tous les produits électriques vendus dans le monde. Donc quand on vous dit nos produits sont réparables, vous pouvez les amener chez un réparateur. Il y a un réseau de 600 réparateurs en France. Nous inaugurons aujourd'hui à Is-sur-Tille, en Bourgogne, une usine de reconditionnement et de réparation de nos produits. Donc où on va industrialiser et intégrer la réparation de nos produits. Parce que c'est une tendance aujourd'hui de consommation. Parce que c'est une demande des consommateurs et parce que nous pensons, parce que c'est notre ADN aussi. Donc il y a une certaine poésie à refaire à Is-sur-Tille, à 10 km de Songé, qui est le berceau historique du groupe. Un atelier de réparation et de reconditionnement, là où le groupe a été fondé il y a 67 ans. C'est poétique. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une demande des consommateurs, il y a une attente des consommateurs. Je pense qu'il y a une attente de la planète aussi. Oui. L'économie circulaire, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas qu'un slogan politique. L'économie circulaire, ce sont des actions très concrètes qui passent par avoir des produits réparables, démontables, des pièces détachées et une infrastructure de réparation. La concurrence, elle est hyper vive, on ne l'a pas dit, mais on le sent, on l'a dit en filigrane. La concurrence est très très vive dans ce secteur du petit électroménager. Oui. Donc ça veut dire que tous les jours, il faut mettre de l'innovation, il faut repenser ses process de production, il faut être désirable, il faut être au bon prix, il faut... Je pense qu'il y a plusieurs... Et c'est bien de ce point de vue-là d'être une entreprise familiale. D'abord, il faut avoir une vision dans la durée. Et avoir une vision qui dit on va se concentrer sur le consommateur, sur la satisfaction des besoins du consommateur, ça c'est un point essentiel. Il faut être humble, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous gagnez aujourd'hui que vous allez gagner demain matin. Et ce n'est pas parce que vous perdez aujourd'hui que vous allez perdre demain matin. Il faut être persévérant, il faut être résilient, il faut être, c'est un mot très à la mode, il faut être exigeant et ambitieux. Il ne faut pas être complaisant, parce qu'effectivement, vous avez dit tout à l'heure que produire en France, c'est pas facile. Eh bien oui, nous on veut produire en France et on veut être compétitif. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce qu'une usine qui n'est pas compétitive est une usine qui a moins d'avenir. Donc effectivement... Les usines françaises ont de l'avenir? Bien sûr. Vos usines françaises ont de l'avenir? Bien sûr. Mais bien sûr, mais par contre, c'est un travail de tous les jours, et c'est un travail d'innovation, c'est un travail d'amélioration de la performance, de productivité, c'est un travail de tous les jours, et c'est un travail qui, comme le travail de marketing ou d'innovation, un travail de performance industrielle tout aussi important. Seb, on l'a compris, il y a beaucoup de marques. Le groupe Seb, c'est aussi une politique d'acquisition. Je veux dire, en filigrane, il n'y a pas de... Elle va se poursuivre. Quelles sont les dernières acquisitions? Vous en avez évoqué une d'ailleurs. Donc la brigade de Buyer, donc avec les marques de Buyer, 32 Dumas, une marque de couteaux fabriquée à Thiers dans le Massif central qui date de 1532, figurez-vous. Nous avons acheté l'an dernier la société Sofilac, très connue pour les marques Charvet et Lacanche. Nous avons acheté Crampouze, nous avons acheté Pacojet. En fait, la politique d'acquisition du groupe, c'est d'une part, compléter le dispositif géographique dans la partie grand public et compléter le portefeuille d'activités professionnelles. On a maintenant une situation de leader mondial dans les machines à café professionnelles. On est en train de construire un gros acteur dans le culinaire professionnel, avec des appareils de cuisson, avec des poêles et des casseroles, avec de la préparation alimentaire. Donc avec une batterie de technologies et d'entreprises qui sont aujourd'hui françaises ou régionales et que nous voulons transformer en leaders mondiaux. Après, on est sur Boursorama, évidemment, j'ai regardé le cours de bourse. On se dit qu'au travers de tout ce qu'on a dit,
Profitabilité, c'est 10% du À peu près, oui. opérationnel. Un peu moins, c'est un petit peu moins. 9,7. Ouais, c'est ça. 9,7. Et cette année, vous pourrez tenir ça ou pas? On a dit que le profit progresserait cette année. Il y a beaucoup de variations dans les devises, etc., qui peuvent avoir une influence sur le numérateur, le chiffre d'affaires, et sur le dénominateur. Vous êtes couvert à hauteur de 80%. On est couvert, oui, mais pas sur le chiffre d'affaires. On couvre le profit, on ne couvre pas le chiffre d'affaires. Bien sûr, oui, sinon ça coûte très cher. Oui. Comment est-ce qu'on fait quand on baisse de 30%, j'ai regardé le cours de bourse, sur un an, sur 3 ans? Comment on retrouve la faveur des investisseurs et pourquoi être actionnaire pour celles et ceux qui nous écoutent? Je pense que les fondamentaux du groupe sont très sains. Je pense que la valorisation du groupe est très basse. Je pense que les performances du groupe depuis la sortie du Covid sont constamment en ligne égale ou supérieure aux attentes des investisseurs. Et je pense qu'il faut répéter et redire la raison pour laquelle SEB est une bonne affaire, la raison pour laquelle SEB est sous-valorisé. Boursièrement, SEB est une bonne affaire? Bien sûr. Attendez, quand vous dites tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, la valorisation du groupe est à 4,5 milliards et le groupe possède 83% d'entreprises qui vaut 5 milliards en Chine. Oui, il y a un truc qui cloche. Et qui représente seulement 25% du groupe. Ouais. Oui, SEB est une très Comment on fait pour que le regard des investisseurs se dessille? Je pense que l'investisseur aujourd'hui, d'abord, on est SEB, mais on est aussi dans un secteur, les biens de grande consommation. On est dans un panier d'entreprises exposées à la Chine. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont posé des questions, ont posé des doutes aux investisseurs ces 2-3 dernières années. Quand je regarde l'avenir, qu'est-ce qu'on cherche sur un investissement? On cherche une entreprise qui a des résultats prévisibles, une entreprise qui sait faire face aux soubresauts et aux crises, et SEB a démontré au long de ces 167 et y compris les 5 ou 10 dernières années sa capacité à faire face et à résister aux crises. SEB est le seul acteur du petit équipement domestique européen qui soit resté présent et leader mondial. SEB est un leader mondial. Donc si vous voulez, il y a des modes dans l'industrie, il y a des étoiles, il y a des étoiles filantes. SEB, c'est une entreprise, c'est une valeur sûre. C'est une entreprise qui augmente son dividende de 7% tous les ans depuis 15 ans. Et ça aussi, c'est une garantie de retour. Donc si vous êtes un actionnaire, c'est un bon investissement, c'est un bon placement. Allez, merci pour cet entretien. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe SEB, invité à la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.